Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Chers auditorices, moi, c'est Johanna Cincinnatis-Abramovic. Peut-être que vous reconnaissez ma voix, car je suis l'autrice de la série documentaire Anatomie d'une dispute, la dernière série en date du podcast Le cœur sur la table. Dans cette série, je parle de la place du conflit en amitié et de l'intérêt d'apprendre à se disputer. D'abord, je voudrais vous remercier, toutes et tous, pour l'accueil que vous lui avez réservé à ce documentaire. Chaque jour, je reçois des messages dans lesquels vous me parlez de vos histoires d'amitié, de vos doutes, de vos peines, mais aussi du baume que la série vous a apporté. Si cette série a pu être un outil ne fût-ce que pour une seule personne, alors je suis comblée. Pour vous remercier, voici un épisode bonus. Nous l'avons enregistré en public, au Point éphémère dans le 10e arrondissement de Paris, en avril 2025. Dans cet épisode, Naomi Titi, la journaliste désormais en charge du cœur sur la table, nous pose des questions à Paul Berthiaud, le réalisateur de la série, et à moi-même, pour revenir sur les coulisses de ce projet. Je vous explique pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet, comment on a construit le documentaire, et en quoi le conflit est indispensable et fertile pour nos luttes politiques. Bonne écoute. J'ai eu envie de travailler sur la rupture amicale pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un sujet qui montait en librairie. Il y a un an, j'ai travaillé sur un essai qui s'appelle « Elles vécurent heureuses ». Et bien souvent, des lectrices qui étaient venues en librairie posaient la question de la rupture amicale et me livraient des témoignages. Et je me trouvais vraiment un peu bras ballants. Je ne savais pas quoi leur dire et je sentais qu'on n'avait pas d'outils là-dessus. On peut rentrer dans une librairie et trouver au rayon des relations tout un tas de littérature sur la rupture amoureuse, mais il n'y avait pas le sujet de la rupture amicale. Et puis après, j'ai vécu une rupture amicale et là, je me suis sentie comme les lectrices et je me suis dit, mais je me sens seule, je me sens un peu honteuse ou amère et j'ai pas les ressources. Et ensuite, il s'est passé cette charnière, du coup, à l'été 2024, j'en parle dans l'épisode 5, où il y a une espèce de mouvement militant qui se crée. Moi, ça faisait longtemps que j'étais dans des sphères militantes, que je me sentais pas à ma place, je trouvais ça désagréable, dur, violent. Et là, ça a été une bouffée d'air et de respiration. Et je me suis dit qu'entre ces deux événements qui semblaient déconnectés, il y avait un lien. Et que ce lien, c'était celui de la dialectique, du conflit et de la rupture. Et c'est comme ça qu'est née Anatomie. Comment t'as pensé l'écriture de la série et des 5 épisodes ? Il y a aussi une chose que j'ai pas dite dans la première réponse, c'est que quand je suis venue proposer à Binge de travailler sur l'amitié, Victoire a eu l'œil dans toutes les slides un peu farfelues que je lui ai envoyées et elle a repéré une micro-ligne que j'aurais voulu qu'elle ne voie pas sur la rupture amicale et l'histoire avec Alex et elle a dit c'est ça qu'il faut raconter. Donc je me suis dit que ça allait être l'histoire qui allait guider le propos, mais que ça ne pouvait pas suffire. Et je voulais que ce soit, en plus d'une histoire avec des vraies personnes, qu'il y ait derrière une enquête et une analyse, et que j'allais faire mon travail de journaliste en plus de raconter cette expérience. Est-ce qu'il y a eu des lectures ou des rencontres qui ont été déterminantes justement pour trouver des clés qui t'ont permis de voir ce conflit différemment ? Je crois qu'il y a l'ouvrage de Sarah Schulman qui fait clic, qui est un ouvrage compliqué à lire, je trouve, mais il y a quelques pépites, il faut bien farfouiller, c'est comme dans une friperie en fait, il faut y mettre du temps et de la patience, et en fait, il y a des trucs super pertinents sur ce qu'elle dit. Et puis, aux États-Unis, il y a un peu plus de littérature qui remonte sur le sujet de la réparation, du conflit et de la dispute. Il y a les travaux de Shannon Derby-Perez qui m'ont inspirée aussi. Et il y a le livre de Maxime Revers qui est super, que je conseille, qui est Philosophie de la dispute, dont on s'est inspiré pour l'épisode 3. Je ne sais plus le titre exact, mais oui, c'est ça. En réécoutant, vous retrouverez le titre. Et ça a guidé mon travail parce que je me suis dit qu'en fait, des gens avaient travaillé là-dessus et que j'avais envie de fournir des outils très concrets pour traverser les conflits, quoi. Et toi, Paul, tu as fait un gros travail de création sonore sur cette série. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as travaillé et qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à d'autres documentaires sur lesquels tu as pu faire la réalisation ? Ce qu'il y avait de différent et que j'ai vu tout de suite en lisant le script de Johanna, c'était surtout le côté très narratif de cette série du cœur. Le cœur, souvent, c'est assez théorique.
Et là, on avait une vraie histoire, l'histoire avec Alex, avec plein de personnages, plein d'apartés, plein de moments vivants. Et donc je me suis dit tout de suite, tiens, il y a un truc, il y a un rôle de la réalisation là-dedans, il y a quelque chose à faire pour porter cette histoire, parce que c'est difficile de trouver un espace quand on parle de choses théoriques, quand on apporte des lectures, quand on fait parler des experts. Et là, pour le coup, il y avait cette histoire qui était hyper touchante, donc je me suis dit, il y a un truc chouette à faire, quoi. Et donc c'est la première fois que je me suis dit, allez, je vais essayer de faire la musique sur le projet. On peut le rappeler, Paul a fait toute la musique originale de la série, en plus de la réalisation. Voilà, qui n'était pas prévu. Merci. Je m'étais dit, je vais faire un petit morceau, et puis en fait, j'en ai fait un, et j'ai trouvé ça chouette, et je me suis dit, il y a d'autres choses à raconter avec cette histoire que juste un morceau, donc j'en ai fait 2, 3, 4, 10. Ça a été un élément hyper important dans la réalisation, parce qu'en fait, le fait d'avoir la main sur la musique, ça permet quand même beaucoup plus de choses que de travailler avec de la musique de banque ou avec des musiques qui sont composées par d'autres gens, parce que ça permet de soutenir le texte au bon endroit, de porter les bons moments. On peut peut-être expliquer, la musique de banque, c'est par exemple le Universal, l'entreprise Universal qui propose sur Internet un catalogue, on a un abonnement par mois. Et du coup, si on tape des mots-clés, genre jazz, smooth, on va avoir plein de morceaux à écouter et on peut choisir pour les mettre dans nos podcasts en ayant le droit de le faire. Parce que le podcast, contrairement à la radio, on ne peut pas mettre la musique qu'on veut, c'est très frustrant. Mais on a quand même cette musique de banque et ça fait quand même une différence quand tu fais toi-même la musique en dehors du temps que ça prend. Oui, j'ai pas trouvé de tag conflit amical, donc j'ai été obligé de le faire. Johanna, quand tu as conçu tes épisodes, est-ce qu'il y avait des no-go, des directions où tu voulais pas aller, des choses que tu voulais éviter de faire en termes d'écriture ou de propos ? Oui, alors je voulais pas que que cette série ce soit un espace pour faire un procès à charge en fait. J'avais vraiment tout le long de l'écriture, j'ai écrit avec l'idée que ce ne soit pas un déversoir. Parce que j'ai l'impression que, c'est quand même un privilège d'écrire et de proposer un propos, quelle que soit l'œuvre, que ce soit une BD, un film. De tenir le micro, c'est un pouvoir. Et moi, je voulais pas me décharger en fait là-dedans. J'avais aussi besoin de prendre de la hauteur et de faire en sorte que ce soit pas juste une histoire de conflit, de dispute entre deux individus, mais je voulais aussi qu'on puisse se dire que c'était une dispute spécifique entre deux femmes, qu'il ne s'agissait pas en plus d'un homme. Donc, je voulais extraire la relation entre femmes du regard masculin. C'est pas une histoire d'amour, c'est même pas une histoire de rivalité en fait. Alors qu'entre femmes, la rivalité souvent, ça passionne. Les gens choisissent une équipe, choisissent un clan. T'es plutôt team Alex ou team Johanna. Je voulais pas que ce soit ça. Et donc, je voulais qu'on puisse se poser la question de qu'est-ce que cette dispute avait de spécifique. Le fait que ce soit deux femmes qui s'engueulent, la question de l'appartenance, est-ce que si elles avaient vécu toute leur vie en France, si elles n'avaient pas un bagage religieux, culturel particulier, est-ce que ça aurait été différent ? Est-ce qu'à une autre époque, elles se seraient engueulées différemment ? Est-ce que si elles n'avaient pas eu de téléphone portable, ça aurait été autre chose ? Donc je voulais que les questions de genre, d'appartenance et de modernité trouvent leur place en fait et soient racontées aussi à travers les deux protagonistes. J'ai l'impression qu'une fois que tu as commencé à travailler sur ce sujet de la dispute, que tu en as parlé autour de toi, ça a encore plus nourri ton travail parce que tu me disais beaucoup que depuis, tu entendais tout le temps des histoires similaires en fait. Ouais, alors là, je suis devenue spécialiste je vais vraiment devenir coach en développement personnel et de CNV, alors que c'était ma phobie. Mais en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui me racontent leurs histoires, notamment sur Instagram, et parfois qui me demandent même quoi faire. Et Dieu merci, je leur dis pas quoi faire. Mais maintenant, cette série existe et je crois qu'elle permet de donner aussi des outils qui sont plus larges parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes choses qui se jouent. Et pas plus tard que la semaine dernière, une fille me dit oui, j'ai prévu de boire un café avec une copine, voilà, il faut que je lui dise que ces derniers mois, son comportement, elle accorde moins de temps à ses amitiés. Et j'ai vu exactement ce qui se jouait et je lui ai dit, en fait, tu as des besoins, tu risques de les déguiser en reproches, ça ne va pas marcher. Donc essaye plutôt de voir le truc sous un autre angle et ça me permet d'avoir des conflits plus apaisés ou d'aller de façon plus apaisée aux choses. Ça n'empêche pas de s'engueuler et ça n'empêche pas d'être en colère et d'être amer.
Même si tu en es l'autrice, tout l'objet de cette série, et c'est ce que tu décortiques, c'est des interactions, des disputes que tu as eues avec Alex. Bon, vous avez compris que Alex, c'est un pseudonyme, c'est pas son vrai prénom. Comment tu as pensé la place que tu voulais lui donner ? C'était hyper difficile. J'ai vraiment eu peur du début à la fin que ça lui plaise pas. Et donc, il fallait trouver l'équilibre entre Johanna, tu as 33 ans, ton travail, c'est d'écrire, donc prends ta place et écris ta subjectivité. Mais elle n'a pas le micro, elle n'a pas le clavier, donc prends aussi ta part de responsabilité, balaye devant ta porte, questionne pourquoi tu te mets dans des situations comme ça, pourquoi tu choisis ces relations, pourquoi tu tantôt dramatises, tantôt te victimises. Et donc, je voulais un peu prendre de la hauteur là-dessus et surtout objectiver l'analyse dans des moments où je tendais la parole, par exemple, à 2 psychologues. Ces 2 psychologues, ce sont mes psychologues. Et donc, on pourrait dire que je convoque, en fait... Enfin, j'en ai plus 2, j'en ai plus qu'une. Même si Shaina est une femme magnifique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas non plus envie qu'elle vienne au procès en disant oui, vous avez tellement souffert, Johanna, ou alors vous avez eu tort sur ce coup-là. Non, ce qu'elles font toutes les deux, c'est qu'elles prennent aussi de la hauteur. La première parle des relations de fusion, la deuxième parle de la théorie de l'attachement et la remet dans une perspective culturelle. C'est ça qui me permettait d'objectiver un peu le truc. C'est marrant parce que tu as dit elles viennent au procès. Oui, et ça va me retomber dessus, un acte manqué. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que ces dernières années, les femmes, les personnes à la marge, on rattrape un peu 2 millénaires où on n'a pas eu accès à raconter nos récits. Et donc, ça donne envie de dire « je » tout le temps. Je. Et je ressens, donc si je ressens, c'est la vérité. Et moi, j'aimerais prendre un peu de distance avec... pas cette mode, mais ce réflexe de s'affirmer qui a le droit d'être, qui a raison d'être, mais qui parfois, comme je le dis par rapport à la communication non violente dans l'épisode 5, parfois prend beaucoup de place et peut-être amène une dérive de l'ordre de « si je ressens, alors c'est la vérité ». Moi, je continue de ne pas penser ça. Et d'ailleurs, quand j'ai fait écouter les épisodes à Alex, elle m'a dit qu'il y avait plein de trucs avec lesquels elle n'était pas d'accord, et c'est bien normal. Et je pense que si elle avait été 100% d'accord, on serait encore en fusion. Donc je me méfie un petit peu du jeu, mais ce n'était pas facile de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que ça a fait de travailler sur un sujet aussi proche de toi et en impliquant en plus quelqu'un qui a été aussi proche de toi? Qu'est-ce que ça produit? Je pense que si j'avais mesuré l'audience, j'aurais pas fait. J'aurais dit on annule tout. C'est pas grave, c'était pas une bonne histoire. Je vais continuer les flash infos. Ça fait que il y avait pas que Alex dans l'histoire. Il y avait aussi d'autres personnages. Il y a un moment, je fais parler mes parents, c'est vraiment mes parents. Je parle de dynamiques qu'on a construites à l'intérieur de la famille, c'est pas facile. Et puis parfois, ça crée un peu un déséquilibre où je me rends compte que je me suis vraiment mise à nu. Et parfois, quand je rencontre des gens en ligne ou dans la vraie vie, ils me disent « Ah, j'ai commencé à écouter ». Et là, je me dis oh, « Cette personne sait tellement de choses sur moi. Moi, je ne sais rien sur elle. C'est pas juste, c'est inéquitable, c'est bizarre. » Paul, de ton côté, dans la réalisation, c'est fait de façon un peu détournée, mais la réal, ça joue une grande place dans la façon dont on donne à voir des points de vue différents et dont on met en scène des personnages. Est-ce que, à ton niveau, tu as dû réfléchir à cette place-là des personnages, à la part de chaque personnage, et comment tu as fait pour les rendre vivants en son? Là, pour le coup, pour ce qui est de la place des personnages, on a quand même que 2 personnages principaux, donc leur place elle est assez claire dès le début. On sait qui est Alex, on sait qui est Johanna, donc la recherche de thème par personnage n'était pas un sujet pour moi tout de suite. Par contre, le sujet c'était plus effectivement la question du point de vue des personnages, quoi. Donc en son, il y a quelques nappes musicales ou quelques morceaux, quelques mélodies qui reviennent parfois et qui ont un peu le sens de le moment nostalgique, le moment un peu fusion, le moment un peu... Et donc c'est surtout ces musiques-là qui m'ont permis de donner ces points de vue. Et puis quelques sons, il y a un son qui revient souvent d'un truc qui claque, qui casse. C'est un peu facile, un peu très premier degré, mais parfois ça marche bien. Et c'est ça qui m'a permis un peu de découper ces moments-là. Et sinon, pour donner vie aux personnages, on a quand même la chance d'avoir des collègues qui sont toutes comédiennes à mi-temps et donc et très disponibles. Et donc, il suffisait d'ouvrir le studio, de demander à quelqu'un est-ce que ça te dit de venir faire
5 minutes, une petite impro sur allez, on se met à deux et puis on se dit des trucs d'amitié, des trucs forts, et puis on a enregistré, on laissait le micro tourner comme ça pendant 2-3 minutes, et ça a donné des petites séquences utilisées un peu en patchwork à droite à gauche dans la série. Johanna, toi, dans Le cœur sur la table, c'est important pour nous de partir d'expériences relationnelles très quotidiennes, comme ce que tu as raconté, pour les politiser. Comment tu as pensé justement cette tension-là entre des situations que tu racontes dans la série qui sont on peut facilement s'identifier en fait à ça, et quelque chose avec lequel tu voulais prendre plus de hauteur? Je pense que ça s'est fait assez facilement sur la question du genre. Et comme je venais de travailler pendant 1 an sur les amitiés entre femmes, je savais tout de suite, dans l'épisode 1 où je parle, et dans l'épisode 2 aussi, de la rencontre et puis de la fusion, je savais que ce qui s'était joué entre nous, c'était pas juste entre nous, parce que plein d'autres femmes m'avaient dit « Moi aussi, j'ai des relations comme ça, et moi aussi, les relations d'amitié sont tellement importantes pour moi. Et moi aussi, avec des amies femmes, il se joue des choses que je ne retrouve pas dans d'autres relations. » Après, là où j'y suis vraiment allée à tâtons et où je pense que ce serait intéressant de creuser encore plus, c'est par rapport à la théorie de l'attachement, qui est une théorie qui a beaucoup de succès dans le domaine de la psychologie, mais qui, je trouve, est très rarement politisée, à tort. Donc la théorie de l'attachement, c'est la théorie selon laquelle, dans notre enfance, on va, par notre lien à nos parents, créer un style d'attachement. Je vous la fais brève, mais l'anxiété, l'insécurité, l'attachement sécure ou l'attachement désorganisé. Ça, je savais pour la théorie. Mais je trouve que rares sont les psychologues qui articulent ça avec d'autres questions plus vastes. Par exemple, souvent, les femmes ont des styles d'attachement insécures parce qu'elles sont dans des relations d'hétérosexualité où les hommes sont encouragés à être évitants. Oui, évitant, c'est le 4e style. Donc ça, par exemple, je voulais absolument qu'on prenne de la hauteur là-dessus. Et du coup, je suis allée chercher la psychologue interculturelle qui parle de ça et qui dit qu'il y a un lien entre les personnes qui ont des parcours d'exil et leur style d'attachement désorganisé ou insécure. Et ça, pour moi, c'est passionnant. C'est hyper important de penser aussi nos relations intimes à travers les couches successives d'origine, de race, d'ethnie, de culture et de religion qui nous traversent, parce que c'est pas anodin. Je sentais bien qu'entre Alex et moi, parce qu'on avait des parcours migratoires et des histoires d'errance communes, il y avait quelque chose qui s'était verrouillé dans la façon dont on se liait en amour comme en amitié. Et ça, c'était pour moi passionnant de l'objectiver. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager l'un ou l'autre sur quelque chose que vous imaginiez pas qui ressortirait comme ça avant la série et qui finalement est parti dans une direction comme ça qui vous a surpris? Au début, j'ai oublié qu'en fait, on était une équipe parce que je venais de travailler toute seule. Et du coup, j'ai écrit la série et j'ai dit alors, et comme j'ai déjà fait du montage podcast, je me disais bah là je vais mettre ça, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on était une équipe et que Paul, il avait aussi sa patte, sa touche et sa créativité et ses idées à apporter. Et au début, comme j'étais de retour à Toulouse et que vous travailliez à Paris, j'étais un peu ronchon et je me disais mais là, il a mis ça, moi j'imaginais pas ça. Et puis je me suis dit mais en fait, laisse-toi porter parce que c'est drôle, c'est à ton image. J'avais écrit un truc qui était un peu tendu en termes d'émotions, parfois lourd, parfois triste, et je me dis heureusement que c'est pas resté juste ça, parce que d'une part c'est long, des épisodes où il y a absolument aucune réal ou pas autant d'habillage et de créativité, et d'autre part j'ai l'impression que parce qu'on a appris à se connaître quand j'écrivais la série, ça a aussi peut-être créé des réflexes en toi de là on va mettre un truc drôle, là on va dédramatiser, là on va prendre de la hauteur et tout. Bah, c'est vrai que j'ai eu de la chance de travailler avec toi, Naomi, enfin toute une équipe, Marie, de gens qui me faisaient confiance et en qui j'avais confiance aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un truc assez chouette où on s'est permis de créer des choses et où on s'est permis aussi de se lâcher et de faire des choses qui heureusement ne sont pas dans le podcast aujourd'hui. mais oui, c'est vrai que ça c'était chouette. Et puis j'imaginais pas aussi qu'on puisse, avec toute une histoire de conflit, avec toute cette histoire qui pouvait paraître aussi sombre dès le départ, aller vers quelque chose d'un peu lumineux et vers quelque chose parfois humoristique, parfois nostalgique. Et en fait, je suis assez surpris de me dire cette histoire de conflit, au final, à travers ces 5 épisodes, il n'y a pas tant que ça de moments durs, de moments sombres, de moments tendus, quoi.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'écoute. Je voulais savoir si en termes de structure, le podcast avait déjà été pensé en 5 épisodes ou ça s'est fait au fur et à mesure? Oui, c'est une super question parce qu'en fait, je suis arrivée avec une idée de scénario assez claire parce que j'avais envie de raconter des histoires. Et par histoire, j'entends un début, une montée en tension, des enjeux. Naomi m'a poussée sur chaque épisode à mettre des cliffhangers, donc c'est-à-dire dans la narration, c'est quelque chose qui fait qu'on va tourner la page et rester et qu'on est maintenu en haleine. Et donc oui, on avait 5 épisodes dès le départ. C'était un peu le deal avec Binge. Après, c'était pas toujours facile de trouver les cliffs pour créer de la tension. Mais c'était pensé comme ça. Moi, j'ai vraiment réfléchi en termes de OK, là, il faut qu'il y ait par exemple une scène où il y a un échange qui crée une dynamique. C'est-à-dire que je voulais que par exemple des personnages ressortent d'un dialogue, d'une conversation, en ayant appris quelque chose sur eux. On fait beaucoup ça dans la narration et dans les scénarios. C'est le cas par exemple avec la conversation que j'ai avec la sœur d'Alex qui, quand je toque à sa porte, me dit mais attends que je dise oui, enfin toque et attends que je dise oui. Et de là vient toute une réflexion du personnage principal sur la notion de consentement, les limites, l'espace, etc. Et ça, c'est des trucs qu'on a vraiment réfléchi et j'avais très envie que ça s'écoute vraiment comme une histoire, quoi. J'ajoute que aussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait que tu voulais pas qu'il y ait de personnages masculins qui prennent trop de place. Donc ça a été un petit truc qui, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez du rôle de Lucas au tout début, qui ghost Johanna au début de l'épisode 2. Et du coup, il y avait tout un passage où on racontait pendant, 3 minutes pourquoi il a ghosté, machin. On s'en fout, on peut passer à autre chose. Et après, Johanna dit, bah oui, en fait. Donc voilà, c'est le genre de choses où on avance aussi un peu avec ce que Johanna nous rend. Nous, comme on travaille à Binge, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un rétro-planning. Donc on voit toutes les étapes de production. Et après, on donne à Johanna une sorte de planning pour rendre ces épisodes un à un. Et on découvre en fait... on redécouvre avec 6 mois d'avance que vous, mais on découvre quand même au fil de l'eau ce qu'elle veut nous raconter, même si on a l'idée de la structure. Et puis après, ça fait bouger d'autres épisodes. Et puis on revient sur d'autres choses qu'on veut finalement poser dans le suivant. Enfin voilà, pour la structure. J'ai été hyper agréablement surprise de la fin de l'épisode et la conclusion avec laquelle tu donnes une portée hyper politique. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment juste que ça allait être... la fin d'une histoire et de ton histoire avec Alex et avec tout ce que ça comporte, mais pas une ouverture aussi vaste sur des sujets politiques. Et je trouve ça hyper cool. Et du coup, je me demande à quel moment ça t'est venu. Est-ce que tu t'es dit dès le début, il y aura ça comme conclusion, je veux amener mon public à ça comme réflexion derrière, ou pas vraiment? Je sais plus exactement à quel moment vient ce truc l'idée de parler du conflit dans les milieux militants et tout. Mais tellement que c'est un sujet qui m'obsède et me dépite ces dernières années. Et en fait, il y a beaucoup de travaux, il y a des travaux qui sont en train de sortir sur la question, donc c'est génial. Il y avait déjà le livre de Elsa Decmarceau, Faire justice. Ensuite, il y a Sarah Durieux qui vient de sortir un essai qui s'appelle Militer à tout prix. Donc moi, je suis très, très, très contente que ces questions surgissent parce que je pense que en effet, comment on se dispute avec nos proches, c'est comment on se dispute dans les milieux militants. À ça s'ajoutent des traumas qui font partie de nous, qui sont vraiment inévitables quand on s'engage en politique. En général, c'est qu'on a une blessure d'injustice, un truc qui est fracassé à l'intérieur. Et du coup, venir avec ça dans les milieux militants, c'est inévitable, mais ne pas s'équiper pour lutter ensemble, c'est vraiment le combo parfait pour tout foirer, pour tout planter. Et je pense que la gauche, de manière générale, dans des logiques politiciennes, mais aussi nous, à nos échelles d'individus qui se retrouvent et qui militent, on l'a bien montré qu'en fait, on est animé par des très belles idées, mais on n'est pas du tout outillé. Et ce qui est embêtant, c'est que la communication non violente, tous ces outils-là, en fait, sont pour l'instant l'apanage des entreprises qui ont décidé d'en faire des formations très chères et qui, en fait, ont bien compris que pour que leurs salariés fonctionnent ensemble, il faut qu'ils sachent se parler. Donc moi, je dis toujours qu'à gauche, il faut qu'on fasse des écoles de commerce, mais juste pour avoir les outils de eux et qu'on les mette à notre disposition et à disposition des projets politiques qu'on a. Bonsoir.
Je voulais parler de la fin aussi par rapport au fait qu'on dit toujours qu'il y a toujours 2 versions dans l'histoire. Et je me suis toujours demandé ce que ça faisait, après une rupture, qu'elle soit amoureuse ou amicale, des années après, d'avoir l'autre version. Donc ma question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir l'autre version ? J'ai été obsédée pendant toute l'écriture par l'idée que ma version et la sienne soient les mêmes. J'ai vraiment voulu qu'on soit d'accord de ne pas être d'accord, et finalement qu'on tombe quand même d'accord sur ce qui avait causé le désaccord. Et en fait, ça, je crois que c'est pas possible, que c'est peut-être pas souhaitable, parce que ça voudrait dire qu'il y avait plus d'individualité et d'altérité et qu'on était devenu une personne. Et j'ai vraiment eu du mal à faire la paix avec cette idée, et j'ai encore du mal à faire la paix avec l'idée que l'épisode 5 ne lui a pas plu. Pour tout vous dire, il y avait 25 minutes d'épisode 5 et 8 minutes d'elle. Donc il y avait un tiers où elle disait tout, et c'était beau à crever. Enfin, c'était émouvant, c'était drôle, on a ri. C'est pas pour autant que je voulais redevenir amie avec elle, parce que trop proche, on se fait pas du bien. Mais en tout cas, on était arrivé à quelque chose de grand, et on se l'est dit toutes les deux. Et en fait, ça s'est passé au moment où j'écrivais la série. Et puis, quand je lui ai fait écouter l'épisode 5, en fait, le temps, il était passé, 4 épisodes étaient parus. C'était pas du bricolage qu'on faisait dans sa chambre et qui allait sortir sur mon blog. C'était une série chez Binge avec beaucoup de gens qui écoutent. Et je pense que ça a été hyper inconfortable pour elle. Et que c'est à ce moment-là qu'elle s'est rétractée et qu'elle a pris conscience que nos échanges, en fait, après un café en novembre, ils étaient là, dans la série, là. Et qu'elle n'avait que 8 minutes sur 25. Parce que j'ai dû faire du montage, parce qu'il y avait des choix, et parce que j'étais sûre en plus que les équipes allaient me dire non mais là, t'en prends trop de ce sonore, il faut que tu coupes. Et en fait, j'étais déçue qu'elle veuille plus qu'il y ait sa voix, mais je pense que c'était une leçon pour moi aussi, qu'en fait, il fallait assumer mon regard dans la série, et que c'était pas grave que j'arrive pas à lui plaire à la fin, et que c'était pas grave que j'ai eu peur de son regard à elle. J'avais une question par rapport au travail que tu as fourni, le podcast, par rapport à tes lectures, à tes réflexions personnelles. Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui que tu as les clés un peu en main pour chérir ces amitiés, pour avoir des victoires un peu plus individuelles et collectives, ou alors est-ce que tu acceptes aussi le sentiment d'un retour en arrière, d'avoir un comportement un peu similaire ? Voilà. Je pense que la réponse, elle se trouve un petit peu entre les deux. À la fois, il y a des fois où je vois venir des conflits et je peux lâcher ma boîte à outils sans dire « je te préviens, j'ai étudié ça, on va sortir du numérique ». Mais par contre, je dis, est-ce que ça dit qu'on prenne un bon moment pour en parler, qu'on s'appelle, qu'on se voit ? Parce que je pense qu'il peut y avoir des balles perdues si on fait ça par texto. Là, c'est en cours avec une amie, donc, et je pense que ça peut marcher. Il y a d'autres choses que je vois aussi dans les choses dans les récits que les gens me racontent, où j'arrive à suggérer des mini-pistes, et je dis, mais est-ce que tu arrives à entendre ce qu'il dit, indépendamment de ce que tu as envie de répondre, etc., etc. Et sur la deuxième partie de la question, oui, ça m'empêche pas de quand même avoir des ratés, en fait. C'est pas grave. Et je crois que nous, les femmes, on a tellement intégré une obligation de bien dire, de plaire. Tous les livres, on les a lus sur comment prendre soin de nos proches, sur le travail du care et tout, que quand on échoue à ça, on se rajoute une couche de honte, d'amertume, de culpabilité. C'est pas grave, en fait. Enfin, ça empêche pas de faire des choses grandes, ça empêche pas de continuer d'avancer, de parfois être pas d'accord et de se dire on continue, c'est pas grave, ou on laisse tomber une relation et en fait on fera mieux dans la prochaine. C'est comme quand on sort d'une relation amoureuse, qu'on se rend compte de tout ce qu'on aurait aimé pas faire, de tout ce qui nous a pas plu chez l'autre, et qu'on se dit bon, je suis un peu mieux équipée pour la prochaine. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment un super travail de qualité, et on se disait que on avait vraiment peu l'occasion d'entendre ces récits-là. Donc ça, c'est très chouette. Et par rapport à ce que tu disais avant, du coup, sur tout ce travail-là, comment tu puises toute l'énergie nécessaire pour... oui, c'est du travail, en fait, ce travail relationnel. Comment on peut faire quand parfois on se dit, en fait, j'ai pas l'énergie. J'ai envie d'investir cette relation, mais juste, là, j'ai pas l'énergie. Ouais, merci pour la question, parce que je trouve que c'est un truc, je sais pas si c'est assez clairement dit,
dans la série, mais je pense que le libéralisme, il est venu se loger dans nos relations aussi, évidemment. Eva Illouz, elle a beaucoup travaillé sur les liens entre l'amour et le capitalisme. Et moi, je pense qu'il y a un lien à faire avec l'amitié aussi. Elle explique qu'on gère un peu les gens comme des marchés, comme des marchandises, pas uniquement en raison des applications de rencontres, mais aussi de notre rapport au choix, aux gens et surtout au non-choix. Donc ça se voit, par exemple, dans... notre rapport à l'amour, en fait, le fait qu'on va chercher davantage plus de possibilités, plus de couples ouverts. C'est pas pour bâcher le couple ouvert, mais c'est pour dire que c'est aussi quelque chose qui est propre à notre époque. Et je crois qu'il y a ça aussi en amitié. Et donc, ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, notre époque, elle dit quoi ? Elle dit, t'as pas le temps, avance, tu ne mérites pas cette personne, cette grande histoire du mérite, comme si les gens nous étaient dus. Donc, si, par exemple, on traverse un conflit avec quelqu'un et qu'en effet, on n'a pas l'énergie parce que tout le reste, ce qui est dingue, parce qu'en fait, on devrait compter sur nos amis pour supporter tout le reste. Mais tout le reste prend tellement de place que du coup, c'est nos amis qui trinquent. Donc, si on n'a pas le temps ou on n'a pas l'énergie, on peut le dire comme ça et laisser le temps, en fait, faire. Parce que attendre... c'est un peu révolutionnaire à notre époque. Ne pas agir, ne pas rebondir, ne pas répondre tout de suite. Et plutôt se dire, ok, souffle 2 secondes. Peut-être dans 2 ans, cette pote, elle va trop te manquer. T'auras envie de lui raconter un truc. Peut-être qu'elle aura besoin de toi et que c'est pas la peine de tout foutre en l'air parce que maintenant, tout le monde est à vif, quoi. Je voulais savoir, en fait, quand on est réal en podcast et sur une série comme celle-ci, ou en général en podcast, on a dans les mains l'intimité des gens et leur histoire. Et en fait, on pousse tellement les gens à donner de leur intimité, du jeu, de leur personnalité. Comment on gère le fait de bien raconter, d'être objectif, de toi-même en tant que créateur, d'ajouter aussi des parts de toi? Comment tu gères le fait de devoir collaborer avec quelqu'un qui donne tellement de soi, tout en en garantissant que ça reste un produit journalistique et qui parlera à tous? C'est une très bonne question. Et c'est pas la même chose avec tous les auteurs et toutes les autrices. Il y a des autrices qui sont moins engagées dans la réalisation, qui livrent leur témoignage. Je pense notamment à Suis-je lesbienne, qui est le dernier documentaire du cœur avant Anatomie, où finalement j'ai eu très peu d'échanges en fait avec Emilia. Et elle nous a fait confiance et ça s'est passé comme ça. Avec Johanna, j'ai l'impression qu'on avait un peu la même idée de ce qu'on voulait. Enfin, il se trouve que quand il s'est agi de faire de la musique, les inspirations, ce qu'elle m'a partagé, ça correspondait avec ce que je savais faire. Donc heureusement, parce que si t'avais voulu du zouk, j'étais un peu dans la merde. Mais j'ai l'impression que c'est un truc, il faut essayer et puis il faut écouter les retours. Et en fait, ça a bien marché. Enfin, il y a des choses... J'avais l'impression qu'on se faisait confiance et qu'on s'écoutait en fait tous les deux. Et ça a bien marché. Il y a des choses, tu m'as dit, bah non, ça vraiment, il ne faut pas que ce soit dedans. Et on ne l'a pas mis dedans. Et en fait, je pense que c'est pour le mieux. Et donc, c'était chouette de faire ça. Je n'en ai pas fait beaucoup, des séries comme celle-là. C'était un peu une des premières fois où j'avais à faire ça vraiment à ce niveau-là, parce que ça a demandé beaucoup plus de temps que pour d'autres séries. Et je pense que c'est un apprentissage, quoi. C'est un truc... tu parlais de travail d'équipe tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un truc qui a été très fort dans cette série, donc c'était très chouette. Et je tiens à dire aussi que c'est pas facile de décrire en mots ce qu'on pense à l'oreille. En fait, tout de suite, j'ai entendu un épisode d'un podcast il y a des années, et j'ai trouvé il y avait une musique à l'intérieur qui m'a touchée vraiment au cœur. Et j'ai dit à Paul, on peut faire un truc un peu comme ça. Et c'est sorti très vite, en fait. Il n'y a même pas eu de... T'as pensé à un truc, tu l'as fait, et j'ai écouté et j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Alors que j'avais dû trouver des adjectifs pour le décrire, c'était difficile. Je voulais un truc qui soit un peu en tension, un peu nostalgique, beau sans être niais. Je voulais pas que ce soit la love story, mais à l'oreille, avec du piano un peu... je sais pas, vous voyez, c'est difficile à dire. Et en fait, tout de suite... 1, 2, 3 musiques, et à chaque fois c'était en plein dans le mille et ça venait habiller tout le propos. Je suis vraiment hyper reconnaissante du travail que tu as fait, c'était très 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 talentueux. Je tiens quand même à raconter une petite anecdote, parce qu'au début,
Moi, je ne savais même pas que Paul voulait faire de la musique originale sur ce podcast. Je pensais qu'on utiliserait la musique de Banque d'Universal. Et du coup, j'apprends ça au cours d'un déjeuner. Ah, tu fais la musique originale de la série. Alors, je suis la productrice, hein, mais bon. Voilà. Ce qu'il faisait un peu dans son coin, parce que c'est la première fois que tu t'en faisais comme ça pour une équipe et que tu allais avoir des retours et tu avais peur que ça ne nous plaise pas, quoi. Donc moi, je les ai tout de suite rassurés. Je trouvais ça super. Mais Johanna... Ah oui, j'avais oublié ça. J'ai fait un truc horrible. Je suis rentrée dans le studio. En plus, t'attendais, t'étais venue nous voir dire « Alors, vous avez écouté ?» J'ai dit « Ouais, j'écoute, j'arrive. » J'ai écouté, je suis rentrée dans le studio, j'ai dit « Oh là là, j'aime pas du tout. » La meuf horrible. Il m'a dit « Ah bon ?» J'ai dit « Non, c'est super !» Voilà, c'est les making-of. Petit moment de solitude. J'ai une question par rapport à ta relation avec Alex. Là, désolée, j'espère que c'est pas trop personnel. Non, mais parce que tu nous expliques comment se disputer, comment vous avez géré la dispute, et je crois me rappeler que dans le podcast, tu dis que il y a une grosse embrouille par message et que vous arrêtez de vous parler, que tu la recontactes à peu près 2 ans après. Et du coup, comment t'as comblé ce vide ? Parce que vous êtes passé d'une amitié fusion à rien, et je trouve que c'est hyper dur à gérer une rupture amicale. Ouais, c'est une super bonne question. Parce que je pense que c'est parce qu'on était fusion qu'il y avait un vide quand elle est partie. C'est un peu le coup de la monogamie, mais en amitié. Moi, je fais ça aussi en amitié. Parfois, j'adore la fusion. Je trouve ça génial. Je me sens vibrer dedans, mais en fait, c'est super à risque. D'abord, c'est pas sain. Et ensuite, ça veut dire que quand la personne part, on n'a pas envie de la laisser partir ou on n'a pas envie de partir soi-même. Parce qu'après, qui va remplacer ça ? Et c'est vrai que j'ai mis du temps à retrouver les miennes à Toulouse, quoi. Enfin, y a eu des mois où ça me manquait quand même de cette spontanéité de lui dire café, allez, on se retrouve. Et en fait, moi, j'ai l'intuition que l'univers, il aime pas le vide. Quand on quitte un truc, il y a quelque chose qui va se mettre à la place, mais pour que les choses se mettent et que les gens arrivent, il faut faire du tri, quoi. Il faut quitter les relations qui vont pas pour trouver autre chose. Il faut quitter les jobs chiants pour que quelqu'un vienne nous chercher. Enfin, je crois un petit peu à ça, sans angélisme. Mais et du coup, je crois que c'était quelques mois après, j'ai reçu un texto d'une journaliste qui s'appelle Emma Conquet et qui m'a écrit tiens, t'es journaliste à Toulouse, moi aussi. Ça te dit, on va prendre un verre. Et c'était un premier verre complètement raté. Je suis arrivée hyper en retard. Elle est partie hyper tôt. On était à un concert de musique expérimentale nul. Je me disais, mais... Et en fait, j'avais l'intuition que ça allait devenir ma pote. Et on est devenus super potes. Et de là, d'autres amitiés sont nées. Mais oui, c'était dur, le vide au début. Merci beaucoup pour le podcast et particulièrement pour le dernier épisode. J'ai beaucoup apprécié cet épisode-là pour toute la partie boîte à outils et la partie politique aussi. Et ça me fait me demander où est-ce qu'on va maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour prolonger tout ça. Et c'est un peu une question pour vous trois. En menant ce projet-là, qu'est-ce que ça vous donne envie de produire, écrire, réaliser pour aller plus loin ? Est-ce qu'il y a des zones que vous avez envie d'approfondir à partir de ça ? Alors moi, je ne suis pas auteur, mais j'ai trouvé une ouverture, quoi, en tout cas, de ce sujet. C'est que donc il y a toute cette partie plus politique qui s'intègre à la fin. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, pourquoi quand on parle de politique, on parle forcément de militantisme ? Parce qu'on parle de politique, mais là, on parle de... ce qu'on entend, c'est le programme commun, le Front populaire. On parle de comment est-ce qu'on se dispute entre nous au sein des partis. Et je me suis dit, en fait, pourquoi on dit pas que l'amitié en soi, ça c'est déjà un sujet politique et c'est déjà, elle est déjà là-dedans, la politique. On n'a pas besoin de brandir des pancartes et on n'a pas besoin de faire des manifestations pour faire de la politique. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait repenser ensemble ce qui est politique ou pas. Dans le cœur sur la table, nous, le conflit, en fait, ça fait longtemps qu'on voulait aborder ça. Ça fait longtemps qu'on voudrait l'aborder dans les relations amoureuses.
qui soient du coup des formes de gestion de conflit qui ne soient pas du développement personnel, qui soient politisées, qui intègrent tous les rapports de pouvoir. On n'a pas encore trouvé le bon chemin pour y aller, mais on réfléchit beaucoup avec l'équipe aussi aux conflits entre frères et sœurs, qui sont un gros sujet, et la psychologie en général, on a du mal à trouver des ouvrages sur le sujet qui soient politisés, qui ne soient pas que sur l'attachement sécure, insécure et tout ça. On regarde ce qui sort sur ça, on essaye de voir s'il y a des histoires qui nous parlent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait traiter, parce qu'on pense que la façon dont on se déchire dans nos familles, ça impacte forcément la façon dont on se construit, la façon dont on se lie aux autres, comme ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est les zones d'exploration qu'on a en tête, où on n'a pas encore de choses en cours de production, mais voilà, si jamais vous êtes journaliste, que vous entendez parler des histoires sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire. On est toutes les oreilles ouvertes. Moi, je pense qu'il y a encore plein de trucs à défricher et tout. Parfois, on a l'impression qu'on a fait le tour, alors qu'en fait, on est probablement en train de répéter ce que les féministes des 3e, 2e et 1re vagues font, mais visiblement, c'est nécessaire et on continuera de le faire tant que c'est pas renversé ce bordel de patriarcat là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que y a des trucs qui sont pas encore défrichés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la race sociale. Et ça, je crois que il faut que des conversations s'ouvrent sur comment on s'aime en fonction de où on vient, de où on habite et de quoi on hérite. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Parce que moi, je me suis rendu compte en parlant avec des copines racisées, donc quel que soit d'ailleurs leur parcours, qui avaient un rapport à une double culture un peu comme moi avec le judaïsme, qu'on avait vu des trucs dans nos familles qui étaient chauds et que c'était un peu propre à nos familles, qu'on n'avait pas envie de le dire partout, que ça n'empêche pas qu'il y a de la violence partout, dans toutes les familles, mais qu'il y a des trucs qui sont propres à des systèmes éducatifs blancs ou issus de l'immigration ou racisés ou ci ou ça. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant et que ça se voit aussi dans la façon dont on s'aime. Quand en fait on est en survie parce qu'on appartient à une minorité, on se lie pas pareil que quand on est dans un pays qui va jamais questionner notre droit à être là. Et du coup, ça, voilà, c'est pas un peu pour marcher dans tes pas, Nao, mais je pense que s'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, il faut absolument le faire, quoi. Complètement. Sans que ça essentialise, mais c'est des conversations qu'il faut avoir. Oui, on cherche aussi des sujets sur ça. Je lance mon petit. Est-ce que depuis que vous avez travaillé sur ce sujet, il y a quelque chose concrètement que vous avez changé tous les trois dans vos amitiés, même si c'est un détail, quelque chose d'anecdotique, peut-être un des outils de la boîte à outils que vous utilisez plus, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez vos amitiés à vous ? En plus du numérique, c'est vraiment le premier truc que je fais plus, mais il y a aussi des trucs que je fais plus du tout, c'est les fantasmes négatifs. J'en ai pas parlé exactement comme ça dans la série, mais en fait, quand on déshumanise l'autre, les réseaux sociaux nous poussent à déshumaniser l'autre, à imaginer ce que la personne est en train de se dire sur nous dans un fantasme négatif, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire qu'on imagine le pire. Et ça, je l'ai vu avec le 7 octobre et la guerre à Gaza. C'est-à-dire que j'ai vu des amitiés s'écharper sous prétexte de « elle a partagé ça, donc ça veut dire qu'elle pense pas aussi ça ». Ou elle a dit ça dans un commentaire, donc ça veut dire qu'elle pense ça. Et ça, en fait, c'est du fantasme négatif, ça polarise et ça déchire des liens, vraiment. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de me dire, de réhumaniser les gens, ce que les plateformes ne nous poussent pas à faire, parce que c'est pas rentable, mais il faut le faire. Donc ça, j'évite les fantasmes négatifs et je réhumanise les gens. Moi, ça a un peu mis la lumière sur les ruptures amicales que j'ai moi-même traversées, où je suis en plein questionnement avec moi-même de est-ce que je vais faire la boîte à outils ou est-ce que je reste dans mon coin. Voilà. Donc, c'est pas très résolu, mais en tout cas, ça pose la question et j'imagine que ça va la poser pour beaucoup des gens qui écoutent la série. Pareil, ça ouvre plein de questions, plein d'hésitations. Enfin, ça me fait vraiment me dire il faut assumer en fait que la dispute et gérer les conflits et gérer les désaccords, c'est pas un truc qui doit être réservé au couple. Et en fait, essayer de se dire on va se prendre un temps avec un ami pour parler de ce qui va pas. Bon, je l'ai pas encore fait, mais ça fait du chemin, voilà.
Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir au Point Éphémère. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Anatomie d'une dispute. Je ne pensais pas que mon histoire avec Alex trouverait autant d'écho et convaincrait autant d'oreilles. À l'heure où je vous parle, on a déjà dépassé les 350 000 écoutes. Je n'arrive même pas à me représenter ce que ça veut dire. Tout ce que je me dis, c'est que je n'étais pas seule avec mes questions. Et que si on fait circuler la boîte à outils, j'ose espérer qu'on construise des relations plus apaisées, plus heureuses et plus fortes, à l'échelle de nos amitiés et de la société tout entière. C'était l'épisode bonus d'Anatomie d'une dispute, une série documentaire de Johanna Cincinnatis-Abramovic diffusée dans Le Cœur sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Merci à l'équipe du Point Éphémère de nous avoir accueillis dans leur espace. Paul Berthiaud s'est occupé de la réalisation, Marie Foulon de la production. Merci à Lise Niederkorn et Léna Fourgeot pour la préparation de l'événement et la communication. Moi, c'est Naomi Titi, je suis à la supervision éditoriale et pour cette fois, c'est moi qui me suis occupée du montage de l'épisode. Continuez à partager Anatomie d'une dispute à vos proches et sur les réseaux sociaux. On compte sur vous et on vous dit à très bientôt dans Le Cœur sur la table.